Qui était vraiment Isabelle Mergo quand les projecteurs s'éteignaient? Était-elle seulement cette femme drôle, ce grain de voix, cette irrévérence si française, cette silhouette vive capable de faire rire sans jamais donner l'impression de vouloir séduire? Où cachait-elle, derrière l'humour, une vie plus fêlée, plus secrète, plus douloureuse que le public ne l'a longtemps imaginée? Car chez elle, tout semblait fonctionner par décalage. La gaieté côtoyait l'amertume, la fantaisie frôlait la blessure, et la désinvolture paraissait parfois n'être qu'une manière élégante d'empêcher les autres d'entrer trop loin. C'est sans doute pour cela que son histoire fascine autant aujourd'hui, parce qu'Isabelle Mergo n'a jamais appartenu à la catégorie des stars lisses. Elle n'a jamais été de celles qui se laissent résumer par une filmographie, une liaison célèbre ou un dernier communiqué. Elle avait ce quelque chose de plus dérangeant, de plus fort aussi, une vérité de caractère. Et quand une femme pareille disparaît, on ne s'interroge pas seulement sur les circonstances de sa mort. On revient sur toute sa trajectoire, on relit ses silences, on réécoute ses phrases, on cherche à comprendre ce qu'elle cachait peut-être derrière le rire. Était-elle heureuse, aimée, apaisée, ou bien avait-elle passé sa vie à transformer ses blessures en style, son chagrin en ironie, sa solitude en indépendance affichée? Ce qui frappe d'abord, c'est qu'Isabelle Mergo a toujours donné l'impression de ne ressembler à personne. Même quand elle jouait de petits rôles, même quand elle occupait le terrain médiatique à la radio ou à la télévision, elle avait déjà cette singularité impossible à copier. Elle ne cherchait pas à corriger ce qui la distinguait. Au contraire, elle semblait avoir compris très tôt qu'une faille bien assumée peut devenir une signature. Et chez elle, cette signature n'était pas seulement une voix, un chointement, un phrasé. C'était une manière d'être au monde, frontale, drôle, parfois brutale, mais jamais décorative. Alors oui, raconter Isabelle Mergo, c'est raconter une carrière. Mais c'est surtout raconter une femme qui a traversé sa vie comme on traverse une pièce trop pleine, en bousculant les meubles, en refusant les conventions, en laissant derrière elle une odeur de liberté, et quelques questions sans réponse. Et peut-être est-ce cela, au fond, la vraie raison de l'émotion immense suscitée par sa disparition. Avec elle s'en va une femme qui n'a jamais demandé la permission d'être elle-même. Isabelle Mergo est née le 11 mai 1958 dans le 14e arrondissement de Paris, dans une famille très ancrée dans l'univers médical. Un père chirurgien, décrit comme bon vivant, et une mère dermatologue et chercheuse, plus austère, plus intellectuelle. Elle grandit à Aubervilliers avec son frère et sa sœur, dans un environnement qui, sur le papier, semblait stable, solide, presque rassurant. Pourtant, très tôt, la petite Isabelle dévie du chemin attendu. École buissonnière, renvoi, indiscipline, refus instinctif d'entrer dans le rang. Elle finit par décrocher son baccalauréat en candidate libre, presque de justesse, avant de passer par les beaux-arts, puis par des cours de théâtre. Ce parcours n'a rien d'anodin. Il dit déjà quelque chose de fondamental sur elle. Isabelle Mergo n'a pas été fabriquée pour obéir. Elle n'a pas poussé dans la docilité, mais dans la contradiction. Dans un milieu où tout semblait la diriger vers une forme de sérieux, elle a choisi l'indocilité, le jeu, l'instinct. Il est tentant d'y voir seulement une jeunesse agitée. Ce serait trop simple, car certaines personnalités refusent de l'ordre non par caprice, mais parce qu'elles sentent très tôt qu'en se conformant, elles se perdraient elles-mêmes. Chez elles,
Cette énergie de résistance a sans doute précédé l'artiste. Et puis il y avait cette particularité qui aurait pu devenir un handicap. Sa dyslalie, ce trouble de la prononciation qui touchait certains sons et que tant d'autres auraient cherché à effacer à tout prix. Vers 18 ans, un orthophoniste lui explique qu'il pourrait la corriger rapidement, mais lui conseille de conserver ce trait singulier, estimant qu'il pourrait devenir un atout dans le métier. Elle suit ce conseil. Plus tard, ce cheveu sur la langue deviendra l'un des signes les plus célèbres de sa personnalité publique. Ce que d'autres auraient vécu comme une honte, elle en a fait une identité. Mais derrière cette conquête de soi, il y avait sans doute un prix à payer, car transformer sa différence en arme ne signifie pas qu'on n'en a jamais souffert. Cela signifie seulement qu'on a décidé de ne pas offrir cette souffrance au regard des autres. Et c'est peut-être là que commencent les zones plus sensibles de son histoire. Dans cette faculté à masquer la fragilité derrière le style, à déguiser le malaise sous le trait d'esprit, à faire croire que tout allait bien parce qu'elle avait trouvé le ton juste pour en rire. Quand on repense à Isabelle Mergo, on se souvient d'abord d'un rire, d'une réplique, d'une présence. Pourtant, sa carrière ne s'est pas écrite de manière linéaire. Dans les années 1980, elle s'impose surtout par une succession de seconds rôles au cinéma et à la télévision, souvent comiques, où sa diction singulière devient un marqueur immédiatement mémorable. Le public la remarque, le milieu l'identifie, mais cette visibilité ne suffit pas encore à lui construire une place centrale. Puis, en 1991, elle prend une décision décisive. Arrêter sa carrière d'actrice au cinéma pour se consacrer à ce qu'elle considère comme sa véritable passion, l'écriture. Ce choix aurait pu passer pour un retrait. En réalité, c'était une mue. Beaucoup s'accrochent à ce qui les rend visibles. Isabelle Mergo, elle, a préféré se déplacer là où elle se sentait vivante. Écrire, construire, inventer, déplacer les personnages, fabriquer des situations, donner aux autres des mots qu'elle n'aurait pas forcément voulu dire en son nom propre. Voilà sans doute le territoire qui lui convenait le mieux. Ce n'est pas le geste de quelqu'un qui abdique. C'est le geste de quelqu'un qui refuse d'être enfermé dans une image de bonne cliente de la comédie française. Et cette intuition s'est révélée juste. Son grand tournant, c'est évidemment « Je vous trouve très beau », son premier long-métrage comme réalisatrice, sorti en 2005 et couronné par le César du meilleur premier film en 2007. Le film rencontre aussi un large succès public, dépassant les 3 millions d'entrées. D'un coup, Isabelle Mergo cesse d'être seulement une présence familière. Elle devient une autrice populaire, capable de mêler émotion, drôlerie, cruauté tendre et regard très personnel sur les rapports humains. Elle poursuivra ensuite derrière la caméra avec « Enfin veuve », Donnant, donnant et Des mains en or, tout en continuant à écrire pour le théâtre. Il faut aussi rappeler combien la radio et la télévision ont façonné son image publique. Sa voix apparaît dans Les grosses têtes dès 1988 sur RTL, puis elle devient, au fil des années, l'une des figures les plus reconnaissables de la galaxie Ruquier, de la radio à la télévision. Là encore, elle n'était pas une simple chroniqueuse parmi d'autres. Elle apportait quelque chose de plus rare, une franchise immédiate, une drôlerie sans après, une capacité à couper court à la langue de bois. C'est peut-être sur le terrain amoureux qu'Isabelle Mergo a entretenu le plus grand mystère. Non pas parce qu'elle n'aimait pas, au contraire,
mais parce qu'elle semblait considérer l'amour comme un feu trop sérieux pour être livré en pâture. Dans ses confidences relayées par la presse, elle se décrivait comme une femme de passion, pas comme une adepte du couple installé. Elle expliquait n'avoir jamais vraiment vécu selon les codes traditionnels de la vie à deux, et sa vie privée était restée, jusqu'au bout, l'un des espaces qu'elle protégeait le plus farouchement. Cette posture a nourri bien des fantasmes. Certains y ont vu la trace de grandes blessures. D'autres ont préféré y lire le portrait d'une femme indomptable, allergique à l'enfermement sentimental. La vérité est probablement plus complexe. Ce qui ressort de ses propres mots, c'est moins un refus de l'amour qu'un refus du confort amoureux quand il devient routine, possession, étouffement. Isabelle Mergo n'avait pas l'air de croire aux histoires tièdes. Elle semblait attendre des secousses, des élans, des vertiges. Et ce genre d'exigence rend heureux par éclair, mais rarement paisible sur la durée. Parmi les rares éléments connus publiquement, on sait qu'elle a vécu une histoire avec Antoine Duléry dans les années 1980. Après sa mort, le comédien a évoqué avec émotion cette relation de jeunesse, parlant d'une femme pleine de charme, intelligente et talentueuse. Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est l'un des très rares points où la vie sentimentale d'Isabelle Mergo s'incarne soudain dans quelque chose de concret. Une histoire réelle, un souvenir partagé, une tendresse qui a survécu au temps. Bien plus tard, en mars 2024, elle avait révélé à l'antenne des grosses têtes qu'elle n'était plus célibataire. Fidèle à elle-même, elle avait donné juste assez d'informations pour piquer la curiosité, jamais assez pour satisfaire la machine médiatique. L'existence d'un compagnon était admise, son identité restait floue, son rôle exact dans sa vie demeurait volontairement tenu à distance. C'est toute Isabelle Mergo, cela, avouer sans se livrer, entr'ouvrir sans laisser entrer. Alors, a-t-elle connu le grand amour? La réponse la plus honnête, et peut-être la seule, qui résiste au sensationnel. Elle a connu des amours, oui, mais elle a surtout connu sa façon d'aimer. Et cette façon-là n'obéissait ni aux attentes du public, ni à celles des magazines. Chez elle, l'amour semblait moins ressembler à une institution qu'à une combustion. Quelque chose de fort, de beau, de dangereux parfois, mais qu'il fallait préserver du regard des autres pour qu'il conserve sa vérité. Về Mains en or, bàn tay vàng, đánh dấu sự trở lại với vai trò đạo diễn của bà vào năm 2023, trong khi tên tuổi của bà vẫn gắn liền với sân khấu và chương trình phát thanh Les Grosses Têtes, nơi giọng nói của bà được nhận ra ngay lập tức. Les dernières années d'Isabelle Mergo n'ont pas été celles d'un effacement. Bien au contraire. Elle continuait à écrire, à jouer, à rester présente dans le paysage culturel entre radio, théâtre et cinéma. Son parcours récent rappelait qu'elle n'était pas une figure du passé, mais une artiste encore active, encore capable de créer, encore ancrée dans son époque. Son film Des Mains en or a marqué son retour à la réalisation en 2023, tandis que son nom restait associé à la scène et aux grosses têtes, où sa voix demeurait immédiatement identifiable. Et pourtant, plus un artiste avance en âge, plus une question devient obsédante pour le public. Était-il entouré ou seul? Chez Isabelle Mergo, cette interrogation a pris une intensité particulière parce qu'elle avait bâti toute son image sur une forme d'indépendance assumée. Or, l'indépendance, vue de loin, a toujours deux visages. D'un côté, elle ressemble à une victoire. Ne dépendre de personne, choisir ses silences
refuser les compromis. De l'autre, elle peut parfois n'être qu'une solitude très bien décorée. Il serait injuste de trancher brutalement, car tout indique qu'elle a continué à être entourée d'amitiés fortes, de complices de longue date, d'un milieu qui l'aimait sincèrement, même lorsqu'il se moquait d'elle avec tendresse. Laurent Ruquier, notamment, occupait dans son existence une place singulière, faite de fidélité, de travail commun, de brouille peut-être, mais surtout d'un attachement profond. Les hommages rendus après sa mort ont laissé apparaître à quel point elle comptait dans la vie de ceux qui l'avaient côtoyée pendant des décennies. Reste la question la plus troublante. Que savait-on vraiment de son état intérieur dans ces années-là? Pas grand-chose, au fond. Et c'est précisément ce qui bouleverse. Parce qu'Isabelle Mergo faisait partie de ces personnalités capables de vous faire croire qu'elle maîtrise le chaos. Une phrase drôle, un mot cinglant, une sortie bien sentie, et l'on oubliait immédiatement qu'un être humain est là, derrière le personnage, avec ses peurs, ses fragilités, ses nuits moins brillantes que ses après-midi de promotion. Il est donc possible que ces dernières années aient été doubles, comme tant de vies publiques, visibles et secrètes, joyeuses et fatiguées, fécondes et plus vulnérables qu'on ne le croyait. C'est sans doute cette dualité qui rend sa disparition si poignante. On ne pleure pas seulement une comédienne, on pleure une présence dont on réalise, trop tard, qu'elle tenait debout avec plus de courage qu'on ne l'imaginait. Lorsque la nouvelle est tombée, beaucoup ont parlé de stupeur, et cette stupeur n'était pas feinte, parce qu'Isabelle Mergo appartenait à ces figures que l'on croit toujours capables de revenir avec une phrase, une pièce, un éclat de voix, une saillie dont elle seule avait le secret. Pourtant, les informations publiquement rapportées convergent. Elle est morte à 67 ans des suites d'un cancer du poumon. Plusieurs médias ont également évoqué un combat mené dans la discrétion, loin de la mise en scène publique de la maladie. Et c'est là que naît le vertige, car le public moderne supporte mal la discrétion. Il veut des bulletins, des explications, des étapes, des confidences, des dernières photos, des signaux. Isabelle Mergo, elle, semble avoir choisi l'inverse. Protéger sa maladie comme elle avait protégé ses amours, en gardant la main sur ce qui relevait de l'intime. Ce choix, profondément cohérent avec sa personnalité, a forcément nourri après coup une impression d'irréalité. Comment une femme aussi présente avait-elle pu traverser une telle épreuve sans que tout le monde le sache? Combien de souffrances a-t-elle tenu sa distance du regard public? Les récits des proches relayés après sa disparition ont accentué encore cette émotion. Certains ont parlé d'un espoir maintenu jusqu'au dernier jour, d'une lutte dont elle-même semblait croire qu'elle pourrait encore l'emporter. Cette idée est déchirante parce qu'elle renverse le récit trop simple du destin accompli. Non, il ne semble pas qu'Isabelle Mergo ait théâtralement préparé sa sortie. Elle aurait plutôt continué à se battre, à croire, à tenir. Et c'est justement ce qui rend sa fin plus humaine, donc plus bouleversante. Alors, y a-t-il des Wan-Hook, des dessous cachés, des secrets inavoués autour de sa mort? À ce stade, les éléments publics ne permettent pas de soutenir un autre scénario que celui d'une mort liée au cancer. Rien dans les sources consultées n'atteste d'une affaire occulte, d'une cause alternative ou d'un mystère officiellement reconnu. Mais il subsiste, malgré tout, une zone que la presse ne peut jamais entièrement dissiper, la part intérieure d'une fin de vie.
ce que l'on pense quand on comprend que le temps se rétrécit, ce que l'on regrette, ce que l'on tait pour protéger les siens, ce que l'on emporte sans jamais le dire. C'est souvent là que le vrai mystère commence, pas dans les complots, pas dans les rumeurs, mais dans cette frontière infranchissable entre ce qu'un être a vécu et ce que le monde saura un jour. Isabelle Mergo, qui avait passé sa vie à choisir elle-même la distance entre elle et les autres, est partie en laissant cette dernière distance intacte. Et peut-être fallait-il que ce soit ainsi. Que restera-t-il d'Isabelle Mergo dans quelques années? Une voix, évidemment, une manière de parler qui était devenue un style avant même d'être un signe distinctif. Une carrière également, multiple, traversant le cinéma, la radio, la télévision, le théâtre, l'écriture. On se souviendra d'une femme née à Paris en 1958, entrée au cinéma à la fin des années 1970, devenue sociétaire des grosses têtes en 1988, puis autrice-réalisatrice, couronnée par un César pour « Je vous trouve très beau ». Ce n'est pas un mince héritage. C'est celui d'une artiste qui a su exister sur plusieurs terrains sans jamais perdre sa couleur propre. Mais ce serait trop peu de ne retenir que cela, car Isabelle Mergo laisse aussi autre chose, de plus diffus et peut-être de plus précieux, une certaine idée de la liberté féminine dans le spectacle français. Une liberté imparfaite, non théorisée, parfois piquante, parfois contradictoire, mais profondément vécue. Elle n'a pas offert au public l'image d'une femme modèle. Elle a offert mieux, l'image d'une femme qui se choisit elle-même, quitte à déranger, quitte à déplaire, quitte à rester seule plutôt que de se trahir. Peut-être faut-il donc la laisser partir sans vouloir l'enfermer dans une case définitive. Ni muse et blessée, ni simple amuseuse, ni héroïne tragique, ni femme scandaleuse. Elle fut tout cela par fragments, et autre chose encore entre les lignes. Une femme qui a converti sa singularité en force, sa pudeur en stratégie, son humour en rempart et son talent en trace durable. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'histoire retiendra Isabelle Mergo comme une femme très amoureuse, très secrète ou très brillante. La vraie question est plus belle. Combien d'artistes parviennent encore à mourir en laissant derrière eux non seulement des œuvres, mais une vibration? Isabelle Mergo laisse cette vibration-là, celle d'une femme libre, cabossée peut-être, mais jamais soumise, d'une femme qui a beaucoup ri, sans doute beaucoup souffert aussi, et qui a fait de cette contradiction une manière de vivre. Et c'est peut-être cela, finalement, la leçon la plus profonde de son destin. Les êtres les plus lumineux ne sont pas toujours les plus simples, et ceux qui font rire le monde portent parfois en eux des chambres fermées que personne n'ouvrira jamais. Si ce récit vous a touché, dites-moi en commentaire quelle image vous garderez d'Isabelle Mergo. La femme de scène, l'autrice libre ou la personnalité la plus mystérieuse de toutes.